Comment les autorités vont gérer cela? C'est la grande question. C'est la grande question qui se pose d'ailleurs en Côte d'Ivoire depuis que la boîte de Pandore a été ouverte à travers les premiers paiements. Ce sont des sommes importantes qui sont en jeu, des centaines de milliards qui sont en jeu. C'est, je dirais, même la stabilité politique du pays qui est en jeu parce que les revendications sont nombreuses, elles émanent de différents secteurs d'activité. Il y a les fonctionnaires, il y a les souscripteurs de l'agrobusiness qui, eux aussi, attendent d'être désintéressés par rapport à leurs investissements. Il y a les planteurs de café cacao qui réclament que leur production soit payée à un juste prix et qui ont porté plainte d'ailleurs contre l'État parce que la structure de régulation qui devait garantir les prix a été défaillante et ils ont donc perdu beaucoup d'argent au cours de la campagne principale. Il y a les étudiants aussi qui ont des revendications. Il y a la population, les consommateurs de façon générale qui dénoncent la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, la hausse incontrôlée des factures d'électricité, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de défis, un ensemble de situations qui alimentent la grogne sociale et nous ne savons pas comment le gouvernement va réussir à maîtriser tout cela. Ouais. On sait que depuis janvier, donc les mutins se font entendre. Comme vous l'avez dit, quasiment tous les secteurs de la vie nationale est touché. Mais beaucoup, oui, voilà, beaucoup pensent que le gouvernement n'aurait pas dû faire des promesses, alors que ce même gouvernement vient de reconnaître un déficit dans le budget de l'État. Ou est-ce que le président Ouattara va trouver ces milliards pour contenter les mécontents? Mais c'est la question que tout le monde se pose. C'est cette absence de courage politique pour s'attaquer avec objectivité au problème. C'est celle-là qui est à la base de la situation actuelle. On refuse de regarder la réalité en face. On refuse de voir que le pays est en crise, qu'il faut des mesures politiques courageuses et qu'il faut s'asseoir autour d'une même table pour négocier de l'assainissement de l'environnement politique, économique et social, de la construction de la stabilité politique. Et donc, on déplace les problèmes et aujourd'hui, le régime est fermé. Et à force de déplacer, il se trouve encerclé par un ensemble de problèmes. Et donc, manifestement, il faut des décisions politiques d'envergure courageuses pour pouvoir sortir le pays de l'impasse. C'est la faillite totale lorsque des hommes en armes régulièrement se retrouvent dans la rue en train de tirer, d'effrayer les populations, de verrouiller les entrées et sorties des villes. C'est l'État lui-même qui est en faillite. Mais pour reconstruire l'État, il faut des mesures courageuses et c'est pourquoi nous avons appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale et de transition pour organiser un débat national sur la reconstruction de l'État, sur la réconciliation nationale, sur l'assainissement de l'environnement sociopolitique et de manière à ce que la Côte d'Ivoire reparte sur des bases nouvelles dans la paix et dans la stabilité. Mais pourtant, Pascal Affi-N'Guessan, à maintes reprises, que ce soit le président Alassane Dramane Ouattara ou ses ministres, ils ont tous vanté la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire avec une croissance à 2 chiffres. Oui, mais vous voyez bien que ces discours-là n'ont aucun rapport avec la réalité, que c'est de la pure démagogie et que la réalité est tout autre. La réalité, c'est la souffrance quotidienne des Ivoiriens, c'est la paupérisation croissante des populations, c'est la fracture sociale, c'est la division du pays, la défiance, c'est, je dirais, la défiance vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le pouvoir politique qui est enfermé dans sa tour d'ivoire et la grande majorité de la population qui a coupé tout contact, qui
et qui n'a aucun respect, aucune considération pour les institutions. Et c'est la fracture entre d'abord les Ivoiriens, mais aussi entre les Ivoiriens et le pouvoir politique. Et c'est pour mettre fin à cette fracture qu'il faut véritablement repenser la gouvernance en mettant en place un gouvernement d'union nationale de transition et en engageant un vrai dialogue national sur les causes profondes de la crise en Côte d'Ivoire. Ouais, donc, selon vous, la formation d'un gouvernement d'unité nationale serait la seule solution pour sortir de l'impasse actuelle, hein, c'est ça? C'est une voie incontournable. C'est une voie incontournable parce que nous ne pouvons pas reconstruire la confiance entre le peuple et le pouvoir politique si nous n'associons pas toutes les entités. Si les Ivoiriens ne se rendent pas compte que toutes les entités nationales significatives, représentatives, sont ensemble pour réfléchir sur la manière de remettre le pays sur les rails. Voilà. Si les Ivoiriens ont le sentiment que c'est un pouvoir clanique, c'est une élite appartenant à un seul bord politique, à une seule tendance politique, parfois même à une seule tendance ethno-religieuse, on ne peut pas reconstruire la confiance. La reconstruction de la confiance et donc la refondation du pays passe par l'association de toutes les entités dans un cadre pour réfléchir sur la réforme de l'État, sur le règlement des contentieux, des lourds contentieux accumulés depuis 20 ans, et puis l'assainissement de l'environnement, la refondation des institutions, etc., pour que la Côte d'Ivoire puisse repartir sur des bases stables, démocratiques. Dans toute situation de crise, dans tous les pays qui ont connu des situations comme la nôtre, on est passé par là. On n'a pas vu un pays qui est sorti d'une grave crise sans une phase de transition, sans une phase d'implication de toutes les forces dans la refondation du contrat social. En Afrique du Sud, pour sortir de l'apartheid, on est passé par cette phase. Dans tous les pays qui ont connu des crises, on est passé par cette phase. Si le pouvoir s'entête à faire cavalier seul, à ignorer les deux tendances politiques, à chercher même à les affaiblir, à les fragiliser en instrumentalisant des dissidences en leur sein, il peut le faire, mais il doit savoir que cela sera vain et que cela ne pourra pas sauver le régime. Oui, Pascal Afingessam, parlant justement de tension, on sait que votre parti, le FPI, est miné par des divisions. Est-ce que vous avez réussi à sauver les meubles? Pour le moment, le Front populaire ivoirien continue à travailler en faveur de sa métamorphose, de son adaptation. Parce que quand un parti politique, et c'est la situation en Côte d'Ivoire et la situation au sein du Front populaire ivoirien n'est que le reflet de la situation en Côte d'Ivoire. Nous aussi, nous avons connu notre crise. Il faut que nous sachions que nous devons sortir et nous ne pouvons sortir de la crise que par un processus d'adaptation, de métamorphose. Que le Front populaire ivoirien, s'il refuse de se métamorphoser, s'il refuse de tirer les enseignements de la perte du pouvoir et de tous les problèmes auxquels il est confronté, s'il refuse cela, ça veut dire qu'il se condamne à péricliter, voire à disparaître. Si nous voulons survivre et pouvoir regagner demain le pouvoir politique, nous devons nous adapter, nous devons nous transformer, nous devons tirer les enseignements de l'exercice du pouvoir, des dysfonctionnements, des erreurs qui ont été à la base de notre échec et de notre éviction. Oui. Et comme c'est ce processus-là que nous avons entamé, et nos camarades qui ont refusé de voir la réalité en face, je crois que de plus en plus commencent à bien prendre conscience qu'il faut effectivement s'adapter. Et nous avons bon espoir que cela va nous conduire à l'unité. Aujourd'hui, on sait que la présidentielle de 2020 cristallise toutes les attentions. Est-ce que vous vous y préparez ardemment au FPI? Oui, tout ce que nous faisons à l'heure actuelle est tendu vers justement réunir les conditions, les moyens pour gagner cette présidentielle de 2020. Et vous pensez que le FPI peut bien gagner la prochaine présidentielle? Le FPI peut le faire puisque notre base électorale n'a pas tellement bougé. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas réussi à renverser la tendance,
à, je dirais, séduire notre base électorale et à la faire adhérer à leur politique. Et donc la base, elle est là, elle attend que l'appareil politique du parti soit reconstitué, que l'unité soit restaurée pour se mobiliser. Et donc, c'est pour ça que nos chances sont intactes, mais il faut travailler à construire l'appareil politique. Vous n'avez pas peur de l'alliance PDCI et RDR? Ils vont pas quand même se laisser faire, non, en 2020? Cette alliance est elle-même en difficulté. Elle a atteint ses limites. Et je suis persuadé qu'elle va disparaître avec le retrait des deux leaders qui ont été à la base de cette alliance, à savoir le président Alassane Ouattara et le président Nicolas Bédié. Donc, c'est une nouvelle ère qui est en train de se dessiner. On le sent d'ailleurs à travers les passes d'armes entre le RDR et le PDCI. Il est tout à fait évident qu'en 2020, le jeu sera plus ouvert, qu'il y aura des candidatures venues de tous les bords et que donc ce sera certainement le candidat le mieux préparé, le plus expérimenté, disposant d'un appareil politique vigoureux qui l'emportera. Donc le FPI va donc profiter de cette brèche ouverte par les deux grands partis pour l'heure. Bien sûr que nous allons profiter, il faut tirer les profits de toutes les évolutions du contexte.